je suis le Tour des Yoles, je fais mon carnaval. J'aime ça. J'aime les chanter Noël. J'aime ce pays et j'aime tout ce qui fait sa marque. Comment tu fais pour rester debout et faire face à chaque fois? Les attaques ne me font pas pleurer. Quand je les découvre sur le coup, je me dis mais c'est injuste ça. C'est pas vrai, c'est une histoire fausse. Souvent, je dis à ceux qui m'attaquent, attaquez-moi, mais pensez quand même que j'ai de la famille et tout, donc n'allez pas aussi loin. Entre confidence et écoute bienveillante, mes invités viennent telles qu'elles sont, et pas seulement telles que nous les connaissons. Je vous invite chez Telle Quelle. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler. En toute intimité. Entre conviction assumée et partage intimiste, Telle Quelle reçoit une personnalité politique martiniquaise. Catherine Conconne est notre invitée. Bonsoir Catherine et bienvenue chez Telle Quelle. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci pour cette invitation. Merci de l'avoir acceptée. Alors ici, tu as vu, on est très à l'aise. On retire nos chaussures, on partage, on ose se dévoiler en toute intimité. Et le tutoiement est de rigueur. Aucun problème. Très bien. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, si tu me le permets. Bien sûr. Je t'ai demandé de me ramener un objet qui est cher à ton cœur. Est-ce qu'on pourrait le découvrir et que tu nous expliques pourquoi tu y tiens tant? Alors, j'ai ramené mon sac de travail. Quand je suis au Sénat, dans le bus, le métro, j'ai ce sac-là et ça intrigue tout le monde. En fait, c'est un sac... Il m'intrigue aussi. Voilà, que j'ai acheté au Musée national de l'histoire des Afro-Américains à Washington, il y a 2 ans, où j'ai découvert un personnage, Harriet Tubman, que je ne connaissais pas. On ne connaît pas tout, hein. Donc je ne connaissais pas. Et j'ai découvert l'histoire d'une femme extraordinaire, une vraie héroïne. Il y en a beaucoup chez nous, à la Martinique, que je connaissais déjà. Mais j'ai découvert une vraie héroïne qui a contribué énormément à la libération d'afro-descendants esclaves aux États-Unis. Alors, on va en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire? Eh bien, Harriet Tubman, dans la forêt, à la ligne de démarcation qui existait entre le sud esclavagiste et le nord non esclavagiste, passait ses nuits à faire la traversée, à franchir cette ligne pour aller chercher des esclaves dans la partie sud et les ramener dans la partie nord afin qu'ils soient libres. Elle a une histoire extraordinaire, elle a été reconnue avant sa mort, en tout cas, une vraie héroïne aux États-Unis. Et c'est mon sac de travail, parce que dedans, je mets mon ordinateur, mes dossiers. Quand je prends le bus, en particulier à Paris, ça intrigue tout le monde. Je vois tout le monde qui essaie de déchiffrer ce qui est marqué en anglais sur mon sac. Et je suis très contente en me disant, eh bien, avoir ce sac-là sur moi, c'est un acte militant. Et au moment du Black Lives Matter, de cet assassinat de George Floyd aux États-Unis, j'étais encore plus contente de l'exhiber. Voilà. J'ai bien sûr ramené. Tu vas au Sénat avec. Voilà. J'ai ramené aussi le livre qui raconte son histoire. Harriet Tubman, en anglais. Je lis l'anglais. Et j'ai pu ramener également l'histoire originale de Rosa Parks. Rosa Parks. Voilà. Voilà. Un peu plus connue, donc effectivement. Voilà. Très bien, donc tu m'as ramené plusieurs objets. Hein. Oui. On a vu que tu n'as pas su faire de choix, mais tu as un troisième ouvrage. Troisième ouvrage, ça c'est mon guide spirituel quotidien. Les 5 tomes, très beau cadeau, très bel héritage que nous a laissé Édouard de Lépine, qui est un des meilleurs connaisseurs d'Aimé Césaire, qui a compilé en 5 tomes tous les écrits politiques d'Aimé Césaire dès le début, quand il a commencé député en 1945 jusqu'à ses derniers moments. C'est une source inépuisable d'inspiration, de rectitude, de hauteur de vue et d'inspiration tout simplement. Donc je prends un texte, je le lis et je me dis mais qu'est-ce qu'il était génial ce monsieur. Oui, on voit tous les petits post-it là. On sent bien qu'il est souvent visité, ce livre. Mais écoute, tu m'offres sur un plateau d'argent la transition, puisque tu as parlé de ses débuts en 1945. Oui. Il me semble que ton grand-père était de la partie.
Tout à fait. Alors, à l'époque. j'avoue, je suis née dans une famille extrêmement militante et dès 1945, première mandature municipale d'Aimé Césaire, mon grand-père figure à ses côtés en tant que conseiller municipal. Il a beaucoup aidé dans sa campagne et souvent j'ai été bercée par ses histoires. Quand Césaire venait dans mon quartier, Tivoli, qui n'était pas celui qu'il est aujourd'hui, et dans ce quartier, il n'y avait que des traces. Et c'est avec mon grand-père, mon père, qu'il arpentait le quartier sur le dos d'un cheval, très connu dans le quartier, qui s'appelait Bijou. Bijou, Bijou. c'est ça? Voilà. Très bien. Alors, tu as parlé effectivement de ton grand-père, de ton père, mais il y avait des femmes militantes dans la famille. Tout ça, c'est pas un hasard, la femme que tu es aujourd'hui. Il me semble que ta mère également était conseillère municipale. Elle a été conseillère municipale aussi. C'est ça, la marraine de ta sœur également. La marraine de ma sœur qui a été très présente pendant toute mon enfance. C'était notre préceptrice en quelque sorte. Hein. C'est elle qui nous faisait apprendre à lire, à travailler, réviser les leçons. Elle était d'une extrême rigueur pour l'école, une femme d'une immense générosité, qui était directrice de crèche. Césaire a mis des crèches très tôt dans Fort-de-France pour libérer les femmes, leur permettre d'aller travailler, de pouvoir faire garder leurs enfants dans des conditions correctes. Elle était directrice de crèche à Tivoli et j'ai été élevée aux côtés de cette femme généreuse qui n'hésitait pas à inviter nos amis. Tous nos amis étaient devenus ses amis. Ils débarquaient chez elle, elle avait un surnom, on l'appelait Goody. Ils débarquaient chez elle à n'importe quelle heure. Et elle leur disait tout le temps, « Vous avez déjà mangé ?» Et bien sûr, mes copains, en sortant de danser, et tout. Non, on n'a pas encore mangé. Et dans les 5 minutes qui suivaient, il y avait à manger dans la maison, il y avait tout ce qu'il faut. Donc, j'ai baigné dans cette ambiance de grande convivialité, de générosité, où chez moi, chez mes parents, chez elle aussi, on recevait tout le monde. Il n'y avait pas de couleur de peau, il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas de... Il ne fallait pas dire des bêtises sur Aimé Césaire. C'était la stricte consigne, mais sinon tout le reste était profondément accepté. Il paraît qu'il y avait des portraits d'Aimé Césaire partout chez ta deuxième maman. Oui, le portrait d'Aimé Césaire trônait à l'entrée. Donc la couleur était annoncée. Et j'ai encore en mémoire quelqu'un d'assez hardi qui était rentré, malgré la photo, en lui disant 2-3 bêtises, que Césaire n'était pas assez révolutionnaire, qu'il fallait qu'il demande l'indépendance et tout. C'est un vieil ami du quartier, comme mon grand frère. Et elle lui disait, est-ce où est photo qu'il a? Alors, sorti de la caille. Voilà. Le ton était donné. Le ton était donné. Voilà, c'est dans cette ambiance que j'ai grandi, une ambiance très conviviale, où on faisait souvent la fête, où on recevait beaucoup de monde, on avait beaucoup d'amis, une ambiance très libre aussi, où les adultes échangeaient beaucoup avec les enfants, où on parlait créole à nos parents, sans problème, voilà. Alors, Catherine, tu es une femme engagée en politique, tu es une femme de terrain. Tu es une femme de courage aussi, j'aime à dire. On a l'impression que tu n'as peur de rien, de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Mais où tu as pris ce caractère? Qu'est-ce qui a forgé cette personnalité? C'est certainement mon enfance, hein, mon éducation, où j'ai été élevée aux côtés de personnes à très forte personnalité, qui étaient des gens passionnés, qui s'exprimaient sans problème. Ma marraine, c'était Solange Fille-Duval, hein, une des fondatrices de l'Union des femmes. Donc j'ai été, depuis mon enfance, portée par des gens qui m'ont appris à avoir confiance en moi, à dire ce que j'avais à dire, être courageuse, à me remettre 100 fois sur le métier, à ne pas laisser tomber et surtout avoir un amour infini pour son pays et en particulier désintéressé. C'est de là que tu tiens en fait toute cette force. Oui, tu ne te laisses pas déstabiliser, tu restes focus. Voilà. J'ai appris à aller à l'essentiel, à ne pas me laisser troubler par des sottises, par des bêtises, par des futilités. Aller à l'essentiel, il y a un cap qui est tracé. C'est comme un capitaine de bateau, on doit aller là et on y va. Que la mer ait des vagues ou pas des vagues, il faut y aller parce que l'essentiel, il est au bout du cap. Exactement. C'est justement, j'y venais. Tu subis encore parfois des attaques, des fois très virulentes. On se demande comment tu encaisses tout ça, comment tu encaisses les coups. Je pense que tu as commencé à donner déjà des éléments de réponse de par la famille qui t'entourait. Mais ça ne t'affecte jamais, même au début. Comment tu fais? Est-ce que le soir, tu pleures dans ton lit? Comment tu fais pour rester debout et faire face à chaque fois?
Les attaques ne me font pas pleurer. Quand je les découvre sur le coup, je me dis, mais c'est injuste ça. Pourquoi ils disent ça? Mais c'est faux, c'est pas vrai, c'est une histoire fausse. Mais pourquoi on dit ça? Mais ça dure 10 minutes. En fait, quand je m'exprime, quand je prends un combat, quand je défends une cause, je m'exige d'être celle qui présente des arguments. J'ai travaillé mon sujet, j'ai auditionné des gens, je sais ce que je dis. Si je n'ai pas d'arguments, je me tais. Mais quand j'en ai, je les exprime parce que j'ai pris du temps pour pouvoir présenter quelque chose qui tienne la route. Quand en face, ces gens-là en question tombent dans l'attaque vile, l'attaque personnelle, les insultes, les injures, etc., pour moi, ils sont dans le camp des faibles. Quand on travaille, quand on argumente, quand on fonde son raisonnement, on est forcément dans le camp des forts. Donc, en quelque part, je les trouve un peu pathétiques, je les trouve faibles, et je me dis, mais ma fille, tu dois rester dans le camp des forts, ne pas te laisser attaquer ni déstabiliser par des gens qui sont finalement faibles. Je n'ai pas de rancœur contre eux. Je les invite simplement à travailler, à prendre sur eux et à changer de camp, à passer de temps en temps dans le camp des forts. Mais ça demande beaucoup de travail sur soi, ça demande du travail, de la rigueur du raisonnement, ça demande qu'on aille au fond de ces sujets, qu'on connaisse ces sujets. Ça prend du temps, mais ça vous forge un caractère qui vous permet d'être dans le camp des forts. Alors Catherine, tu es active sur les réseaux sociaux, notamment beaucoup sur Facebook, et on a vu à des moments que tu prenais le temps de répondre, d'expliquer, etc. Est-ce qu'il faut tout le temps répondre? Tu écris, tu passes du temps, tu expliques, parfois tu te fais insulter, parfois c'est assez violent. On se demande, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Bien sûr que ça sert. Je prends l'exemple du vaccin Covid. Au début, j'étais la seule, au début, dès février, à dire « allez prendre votre vaccin ». C'est la seule solution pour ne pas mourir du Covid. Bien sûr que j'ai reçu des salves de mitraillettes. Mais au fur et à mesure, j'ai vu des gens changer d'avis. J'ai vu des gens m'appeler en off pour me dire « bon, je ne vais pas le dire publiquement, mais je pense que tu as raison, j'irai me faire vacciner demain ». Donc il ne faut pas désespérer. Quand on désespère, en fait, c'est qu'on refuse la vie. Quand on continue d'argumenter, même si les gens sont dos au mur, même s'ils sont totalement entêtés et campés sur leur position, c'est pas grave. En fait, les réseaux sociaux, c'est un lieu de débat. Avant, on allait au bar, on invitait les copains, on le faisait autour d'une table. Aujourd'hui, ça se passe grâce à Internet, dans une dimension un peu planétaire. Mais il faut parler avec les gens. Ça permet de rester en contact, d'échanger avec des gens, d'argumenter, de porter des réponses. Il ne faut pas fermer la porte. Moi, je ne ferme pas la porte. Alors, il y a des gens qui me disent « tu perds ton temps ». Non, on ne perd jamais son temps à échanger avec les gens. On ne perd jamais son temps. Sur 10, il y en a 3 que vous allez convaincre. Il y en a 4 que vous allez convaincre. Il ne faut pas laisser les gens... Ça en vaut la peine. Oui, ça en vaut la peine. Il ne faut pas laisser les gens sans considération. Au contraire, ce n'est pas grave. Et même si... ils vous envoient balader, c'est pas grave. Peut-être que 2-3 mois après, les mêmes viendront vous dire « je suis pas souvent d'accord avec vous, mais finalement... » Voilà. Ouais. Tu sais de quoi tu parles, justement. Oui. Alors Catherine, je vais être un peu taquine. Le chien habillé en moune, on regrette ou on regrette pas? Mais c'est une expression il y a beaucoup de gens qui connaissent ça. Et puis, on en a fait une telle montagne. Parce que les gens se sont demandé, parce qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas cette expression. C'est une vieille expression créole. Ils se sont dit, mais où Catherine? J'ai souvent entendu ça chez moi. Pareille. Mais j'ai souvent entendu ça chez moi. C'est vrai. C'est une expression créole comme une autre. Cet incident date de 6 ans. On a raconté beaucoup de bêtises autour de ça. Depuis le matin, je subissais des attaques infâmes, immondes. Et puis... en allant vers le garage, j'ai encore reçu une attaque et là, j'ai laissé exploser ma colère. J'ai été enregistrée à mon insu, chose interdite. J'ai été enregistrée à mon insu et puis on en a fait tout un pataquès. Faut arrêter, que celui qui n'a jamais eu une colère orageuse lève le petit doigt. Voilà. Incident refermé. Voilà. On dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. Est-ce que derrière Catherine Conconne, il y a un homme qui se cache? J'ai un compagnon charmant
qui m'épaule au quotidien, parce que c'est pas évident pour une femme en particulier de faire de la politique. Et s'il n'y a pas plus de femmes en politique, c'est parce que souvent elles ne trouvent pas les conditions favorables en famille pour pouvoir mener le combat collectif et citoyen qu'elles ont choisi de mener. Si vous avez un mari qui fait la gueule tout le temps, si vous avez un mari qui vous reproche de rentrer tard, si vous avez un compagnon qui ne comprend pas que vous soyez en réunion à une heure tardive ou que vous accordiez peut-être à un moment donné plus d'intérêt à votre activité qu'à lui-même, une femme ne peut pas faire de la politique. C'est dommage, hein? C'est profondément dommage. Et je dis à beaucoup de femmes, quand on me pose ces questions, je dis aux gens, s'il n'y a pas plus de femmes en politique, ce n'est pas le problème des femmes. C'est le problème des hommes. Donc il faut que les hommes fassent cette révolution dans leur tête et qu'ils libèrent les femmes. Qu'ils considèrent qu'une femme, parce qu'à 20 heures dans un conseil municipal, ben oui, alors, les hommes qui sont là, ils en ont le droit et nous, les femmes, on n'en aurait pas le droit. Donc il faut que le compagnon soit à la hauteur des enjeux. Et là, j'avoue que je n'ai pas de problème de ce côté-là. Au contraire, on a des débats illimités tous les jours sur la politique. On échange beaucoup. Voilà, donc ce que tu fais l'intéresse. Voilà. Il est, et même quand j'ai envie de tout abandonner, il est le premier à me dire « Mais ma fille, qui ça qu'arrive où ?» Ben, j'allais te demander, est-ce que parfois, tu n'as pas juste envie de tout arrêter? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir tout arrêter? Presque tous les soirs. Parce que les journées sont toujours démentiellement difficiles. On tombe de fatigue, on tombe d'épuisement, parfois on décourage. Hein, lorsqu'on est au Sénat, on a travaillé pendant des semaines à construire un texte, à construire un amendement, et puis qu'on voit qu'à une voix on le perd ou quelque chose. C'est décourageant, on se dit mais tonnerre de Brest, mais je laisse ça tomber, c'est pas possible. Et puis, bon, la nuit passée, on se remet au travail. C'est pas évident, hein, il faut beaucoup de courage, d'abnégation, beaucoup d'altruisme aussi, aimer beaucoup son pays. Tous les jours se dire, ça c'est pas grave, ça c'est pas important, ramenons-nous à l'essentiel et voilà, c'est... Oui, tous les jours, on a envie de laisser tomber. Cette cause est bien plus grande que toi. Bien sûr, bien sûr. Il faut reprendre de la hauteur dès le lendemain, oublier les petits incidents désagréables, oublier l'échec qu'on a eu sur un sujet qu'on a porté, dans lequel on a mis beaucoup de passion et d'énergie et qui malheureusement ne fonctionne pas. Et puis se dire, bon, eh ben, allez, on commence. Alors, tu as une fille qui a 29 ans. Oui. Est-ce qu'elle a envie de suivre les traces de sa mère en politique? Parce qu'on a l'impression que cette famille, que c'est dans les gènes. Ou est-ce qu'au contraire, elle va trancher, va trancher avec ce schéma? Alors, elle va trancher totalement avec ce schéma. Et ça arrive souvent dans des familles où il y a des politiques très impliquées. Les enfants souffrent énormément de ça. On ne s'en rend pas compte, mais les enfants souffrent. Autant moi, je peux encaisser les attaques, etc. Mais bon, avec les réseaux sociaux, les enfants, ils voient tout, ils entendent tout. Il y a les enfants souffrent beaucoup de cela. Souvent, je dis à ceux qui m'attaquent, attaquez-moi, mais pensez quand même qu'à côté de moi, j'ai de la famille et tout. Donc, n'allez pas aussi loin. Moi, j'encaisse, il n'y a pas de problème. Donc, ma fille, elle ne veut pas en entendre parler. Est-ce qu'elle a déjà souffert de... Certainement, mais c'est quelqu'un de très réservé qui ne va pas me dire. Hein. Mais récemment, lorsque j'ai dû faire ma liste pour aller à la CTM, je lui ai caché ça jusqu'au bout. Et quand elle voyait des réunions chez moi, elle me disait « Mais c'est qui ces gens-là? Ils viennent faire quoi ?» Et je trouvais des astuces pour aller le plus loin possible avant de lui avouer que j'avais brisé un engagement que j'avais pris avec elle. Non, vraiment, ma fille, pas du tout. Si je pouvais arrêter demain, elle serait la fille la plus heureuse du monde. Par contre, j'ai une nièce, la fille de mon frère, celle-là, par contre, c'est totalement le contraire. Elle m'a même déjà dit que je commençais à être vieille et qu'il serait temps de laisser la place. Qu'elle prenne la relève. C'est un autre tempérament. Ouais. Très bien. Mais comment, du fait qu'elle ne soit pas dans cette même mouvance, comment elle se protège de ça? Parce que peut-être qu'elle peut aussi souffrir de tous ces bad buzz dont on parlait avant. Ou comment toi, tu peux l'aider à se protéger?
Comment vous gérez ça aujourd'hui? Est-ce que du coup on tourne ça en dérision et oui, on tourne ça en dérision, oui. Avec son papa, on en rigole. Lui-même il dit, mais tu sais, que veux-tu, ta mère, mais sur qui veux-tu qu'on tire? On va tirer sur elle, on va pas tirer sur un arbre qui n'a pas de fruits. C'est parce que ta mère, elle a de l'intérêt qu'on tire sur elle. Arrête de te prendre la tête. Et puis elle lui dit, ouais, mais bon, voilà. On relativise beaucoup. Elle voit moi-même que, bon, j'en ris le plus souvent. J'en ris en lui disant, mais tu vois, ces gens-là, ils sont faibles. Ils savent pas argumenter avec moi. Ils choisissent le plus simple. Ils vont vers l'attaque. Parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire. C'est eux les faibles. Maman, elle est forte. Et puis bon, on éclate de rire et puis ça continue. Quelle voix tu es forte. Oui. Tu l'incarnes, tu le transpires. Donc je pense qu'elle aussi, ça lui apporte de la sérénité. Tout à fait. De te voir forte et ne pas voir sa maman souffrir. Non. Je suis une ressource pour elle. Tout ce qu'elle fait, elle revient vers moi, me demander. Je lui donne, je suis sa confiance. Je l'adopte à la confiance tous les jours. Et même quand parfois elle fait quelque chose et qu'elle décourage, je lui dis mais arrête enfin. C'est rien ça. Allez. Voilà. Au combat. Il m'en faut pour plusieurs. Catherine, qu'est-ce qui te fait pleurer et rire à coup sûr? On commence par pleurer, comme ça on finit sur une note positive. Je n'aime pas voir les gens souffrir. Je ne supporte pas ça. Et là, je peux m'écrouler en larmes et devenir totalement méconnaissable. Je n'aime pas voir quand on tape un enfant. Ma fille, je ne l'ai jamais tapée. Je n'aime pas voir tout ce qui est violence physique, quand quelqu'un tape quelqu'un, quand je vois des gens qui sont maintenus dans des situations de misère. C'est quelque chose qui me touche énormément et je suis capable de tout donner, tout ce que j'ai pour sortir de ça. Je ne supporte pas voir les gens souffrir, en particulier les enfants. Et maintenant, ce qui te fait rire à coup sûr? Tout me fait rire. Alors, je suis un pitre et un clown permanent. Je fais rire tout le monde chez moi. J'adore les jeux de mots. J'aime faire des pièces de théâtre. J'aime chanter. J'aime mimer. Je ris de tout et en particulier de moi. Je suis la première à rire de moi-même, à se moquer de moi. Voilà. Absolument. Mais tu as aussi beaucoup de blagueurs dans ton entourage. Ah oui. Vous faites des battles du Ah oui. J'ai une série de copains là. Quand on s'y met, on nous entend rire de loin, de très loin. Bon, c'est beau. Au moins, tu as ça dans ton quotidien. Oui. Il faut toujours prendre du recul, relativiser, et puis finalement se dire qu'il y a tellement plus triste, il y a tellement plus malheureux. Donc, il faut qu'on arrête de se plaindre tout le temps de tout et de tout. Voilà. La place de la fête. Alors, je pense au carnaval tout de suite. On me dit Catherine Conconne, je pense carnaval si on me parle de fête. La fête, ça a une place importante dans ta vie? Oui, parce que j'aime beaucoup la compagnie, j'aime les amis, j'aime tout ce qui fait les traditions de mon pays. Le samedi Gloria, je vais toujours au marché du Lamentin regarder le ladja, le belay, etc. du samedi Gloria. J'aime tout ce qui fait les traditions de mon pays. Je suis le Tour des Yoles, je fais mon carnaval. J'aime ça. J'aime les chanter Noël. C'est mon pays. J'aime ce pays et j'aime tout ce qui fait sa marque. Et donc, il y a chanter Noël, mais je me détourne de là où je suis. Dès que je peux, je prends mon cantique et on y va. Chez moi, on n'aime pas trop ça. Donc, chanter Noël, tu nous fatigues avec ça. Mais moi, j'aime ça. Parce que c'est mon pays, c'est toute la gastronomie qui va avec et tout. Ouais. Voilà. Et mon carnaval, dans le sang, hein. Je le ferai toujours, jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, tu seras avec ta petite canne et tu seras fort de France en train de faire ton petit carnaval. Oui, c'est des vrais moments de bonheur. Et le carnaval, c'est un vrai moment de bonheur par excellence. On n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de... Et on est là, on descend à Fort-de-France, on fait un petit vidéo de 2 heures, ça vous vide l'esprit, ça vide le cerveau, on rigole, on écoute des chansons grivoises, on les chante soi-même, et puis quand on sort de là, on est ressourcé. Le jeudi, après le mercredi décembre, on est certes physiquement fatigué, mais on s'est libéré de tout et on repart pour une année avec un cerveau libre, dépollué, qui a ri, qui s'est amusé, qui a entendu de belles musiques et puis voilà. Ouais, après quelques jours de lâcher prise, effectivement. Voilà, c'est utile le lâcher prise. Ouais, voilà. Très utile, très utile. Surtout par les temps qui courent. Mais bien sûr. Est-ce que tu accepterais, Catherine, de partager avec nous en totale exclusivité mondiale tes prochains projets, ceux qui te tiennent à cœur?
Ah, j'en ai quelques-uns. C'est vrai, ça nous J'en ai un intéresse. qui relève du collectif. Je veux absolument que la Martinique soit dotée d'une maison des adolescents. L'adolescence, c'est un moment difficile. C'est là qu'on construit l'adulte de demain. Et quand on n'a pas eu une adolescence épanouie, on ne devient pas un adulte épanoui. Il y a énormément d'adolescents à problème à la Martinique. Pour beaucoup de raisons. Pour des familles toxiques, pour des problèmes d'inceste, pour des problèmes d'éducation, de manque d'amour. Et on ne se rend pas compte, mais il y a une adolescence très problématique à la Martinique. Donc, je suis en train de travailler à pouvoir proposer qu'une maison des adolescents soit créée à la Martinique. Donc, un projet qui avait commencé avec l'ARS, l'État et tout. Alors, ça, c'est mon projet collectif, un parmi d'autres. Donc la maison de l'adolescence. La maison des adolescents. On suit ce projet, on le Oui. suivra de très près. Tout à fait. J'attends la fin de toutes ces contraintes sanitaires pour y aller. Et puis, perso, je suis en train de terminer mon premier livre, qui est un roman. Voyez-vous cela? Voilà. Madame Conconne écrit un livre. Tout à fait. Autobiographique? Pas du tout, non. Je suis pas très narcissique, donc non. C'est un livre qui raconte la Martinique, mais de manière romancée. Toute une époque qui se déroule au travers de personnages. J'ai quasiment fini. Je suis un peu à 2/3 à peu près. C'est pas évident parce que pouvoir se vider l'esprit et écrire, c'est pas évident tous les jours. Donc je peux rester une semaine, 15 jours, voire un mois sans écrire. Je reviens, j'écris, parfois avec beaucoup d'interruptions. Oui. Il y a plus d'1 an que j'ai commencé. Je l'ai toujours pas fini, mais parce que mon quotidien n'est pas toujours simple. Mais je pense qu'avec ces énièmes contraintes sanitaires, je vais trouver un peu plus de temps pour terminer ça. Très belle exclusivité. Et j'ai un troisième. Il y en a un troisième. Allez, va pour le troisième. À partir du livre de Gilbert Pagot, 1848, j'écris une fresque historique qui pourrait être théâtralisée. Donc là aussi, le gros du travail est fait. Il me faut aussi trouver du temps. J'ai un ami metteur en scène qui m'a déjà proposé ses services, mais qu'on puisse pendant 3-4 jours s'enfermer, travailler dessus. Et je l'ai déjà proposé à mon ami Christian Raffa, qu'on puisse jouer ça dans les ruines de Saint-Pierre. Magnifique. Un jour. Pourquoi pas pour le prochain 22 mai, si on est libre. Mais voilà, il faudrait que j'ai des journées de 3 fois 24 heures. Voilà, j'ai l'impression. Tout simplement. J'ai l'impression que tu fais beaucoup de choses, Catherine. Vraiment, je suis en admiration parce que dans toutes les casquettes entre ton propre parti, le Sénat, Aller virer, le roman, la maison des adolescents, enfin, vraiment. Et puis, on arrive déjà au terme de l'émission. Merci pour ces partages sincères et l'écoute forcément bienveillante qui va avec. Merci beaucoup. Je te propose qu'on déguste dans quelques instants ce beau petit buffet. Qui est magnifique. Exactement. Et puis, écoute, j'ai été ravie de te recevoir. Moi, j'ai été ravie d'être là aussi, de toujours pouvoir parler de d'autres choses que de politique pure et simple, du quotidien. Ça fait du bien parce que y a une autre Catherine Conconne aussi. Et ce soir, je pense qu'on la découvre mieux. C'est bien qu'on la découvre sous un autre angle. Et puis qu'on la découvre aussi nu-pieds en train de faire une interview. Merci beaucoup.